Alors, les débatteurs du débrief, je disais, pionniers du web français, des défenseurs actifs, voire même des acteurs, finalement, de notre indépendance technologique. En tout cas, des personnes avec des convictions, Marie-Christine Levet, d'EduCapital, Tariq Krim, de Cybernetica.fr et Alain Garnier, président fondateur de Jamespot. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de jouer le jeu du débrief. C'est le moment où vous pouvez vraiment vous lâcher sur vos opinions, et notamment sur cette affaire OpenAI. Donc, on a eu 5 jours incroyables, épiques, on peut le dire, avec ce Sam Altman qui découvre d'un coup, comme tout le monde finalement, eh bien qu'il est chassé de sa maison. On ne sait toujours pas véritablement pour quelle raison. Microsoft non plus n'était pas au courant visiblement. Le patron de Microsoft décide de récupérer Sam Altman et puis finalement il arrive à convaincre, enfin on ne sait pas trop comment ça s'est joué en coulisses, mais le fait est que Sam Altman récupère les rênes d'OpenAI. Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire? Et puis surtout, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça présage pour la suite, pour l'accélération dans le domaine des IA génératives. Déjà, je voulais avoir votre histoire à vous. Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez compris, cet événement? Allez, Tariq. Allez, prends ça. Premier, alors. Déjà... Bon, c'est très surprenant, la forme est surprenante. Après, c'est très... dans la nature de la Silicon Valley, il y a toujours des clans. Je pense que OpenAI, c'est une structure qui a été construite de manière assez bancale. Au départ, c'était Elon Musk. C'est lui qui a tout payé. Et ensuite... Avec Sam Altman, qui était là au départ. Oui, mais c'est Elon Musk qui a mis l'argent. 100 millions, et il y avait Reid Hoffman, il y avait pas mal de Peter Thiel, enfin il y avait pas mal de gens, et il y avait surtout une personnalité intéressante qui était Ilya, qui a été un des pionniers du deep learning et qui a été vraiment l'âme technologique. Et qui est au centre de cette affaire. Qui est au centre de cette affaire, alors effectivement. Et alors ce qui est certain, c'est que la technologie aux États-Unis, notamment à Silicon Valley, a toujours été très clanique. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont ensemble. Là, il y avait typiquement le groupe de Y Combinator. Tous les acteurs que l'on voit sont des anciens de Y Combinator. Là, Emmett Shear, qui a été le président au CEO pendant un jour. Mais pour lui, ça a dû faire 1 an, à mon avis, en termes de temps passé. Il a coûté nombre de minutes. Twitch, ancienne boîte de YC, Sam Altman, qui était à un moment donné le Donc président. juste Y Combinator, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Un des incubateurs créés notamment par Paul Graham. C'est l'incubateur Star, on peut dire, en Silicon. Dont la femme a créé OpenAI. Elle était aussi, sa femme a été une des 5 cofondatrices d'OpenAI. Donc ce sont des gens qui, à un moment donné, se sont dit il faut faire avancer la science. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a 2 visions qui sont irréconciliables entre les gens qui veulent faire avancer la science et les gens qui, je veux dire, en étape, on a eu GPT, qu'il ne faut pas l'oublier, qui a été entièrement pensé, donné au monde par Google. C'est Attention is all you need, c'était le fameux document qui a créé cette tendance. Et donc, à partir de là, il y a une divergence entre les gens qui disent il faut faire attention parce qu'on n'est pas au bout, il y a encore des choses. Et ceux qui disent le produit est là, on a je ne sais plus combien je crois que c'est ChatGPT la marque la plus connue depuis Google. Il faut foncer, quoi. Faut foncer, il faut sortir un produit. Sauf que toute la gouvernance a été pensée comme une fondation non-profit avec des gens qui sont là, qui sont compétents dans les domaines de la science, mais qui n'étaient pas d'accord avec la direction a priori. Je dis a priori parce qu'on ne sait pas tout, il faut attendre encore, on ne sait pas tout, on ne sait pas pourquoi ils ont décidé de faire ça de manière aussi visible, se faire de Microsoft un ennemi, de créer un drame aussi Microsoft qui a investi 13 milliards quand même. Mais une grande partie en GPU crédit, donc c'est pas autant d'argent qu'on le dit. Mais on en parlera peut-être après. Mais le point qui est clair aujourd'hui, et je conclurai juste là-dessus, c'est que OpenAI, pendant quelques heures, on a imaginé OpenAI être une filiale de Microsoft. Et pour moi, soudain, la valeur d'OpenAI s'est évaporée. Je pense qu'on en parlera sûrement. Ça cassait un mythe. Ça casse le mythe de l'entreprise qui potentiellement peut devenir un prochain GAFAM, en tout cas une prochaine lettre des GAFAM, au même titre que Tesla ou que Netflix. Et donc, il va falloir désormais une nouvelle stratégie.
recréer une magie finalement autour du produit. Ou s'émanciper, je pense, s'émanciper de Microsoft, ça va alors devenir là, ça n'a pas fondamental. l'air parti pour. Mais bon, Bon, puisqu'on on a quand verra. même Satya Nadella qui a joué un rôle essentiel dans le retour de Sam Il a Altman. protégé son investissement. Voilà. Il a rappelé que voilà. Et Sam Altman. Et sa place aussi. Mais tu parlais de Ilya, donc, qui est le directeur scientifique dans l'équipe et qui avait construit une équipe justement de réflexion qui s'appelait le super alignement, justement pour porter toute la vigilance nécessaire sur les déploiements d'intelligence artificielle générative quant aux questions sociétales, éthiques qu'elle pose. Et donc, est-ce que vous êtes de ce même avis que finalement derrière ça, on a une bataille entre ceux qui veulent accélérer et puis ceux qui veulent au contraire ralentir sur ces IA génératives? Et est-ce que c'est cette dynamique commerciale qui est en train de gagner? Est-ce que ça vous inquiète? Alors c'est clair, c'était le politico-spectacle à l'américaine quand même de la Silicon Valley. C'est, je crois, le meilleur ingrédient pour la prochaine série Netflix. Moi, je suis d'accord, il y a deux visions différentes. Alors, outre le fait qu'il y a un désalignement entre un conseil d'administration et une société, bon, à un moment donné, il faut que les deux marchent dans la même direction, autrement ça clash, et ça arrive dans toutes les sociétés. Mais là, il y avait deux visions différentes. Il y a une vision plus commerciale, excitée aussi, je pense, par la valorisation, par tout ce qui fait la Silicon Valley, où l'IA est devenue le nouvel Eldorado, et des applications commerciales pratiques, et aussi un nombre d'utilisateurs assez impressionnant, quand même. Là, 100 millions en 15 jours, on atteint des sommets d'utilisation jamais vus depuis très longtemps. Et c'est vrai, le conseil, qui était plus une association à l'origine, une fondation, avec une vision éthique importante sur les dérives de l'IA, qu'est-ce qu'on fait, et une vision très peu commerciale. Et c'est les deux visions qui n'ont pas réussi à cohabiter. Et alors, le directeur scientifique à l'origine du débarquement de Sam Altman a publié une sorte de mea culpa. Il a dit qu'il regrettait profondément les actions menées à travers le board. Je pense que c'est surtout quand ils ont vu qu'il y avait 700 personnes qui allaient partir. À un moment donné, il n'y avait plus rien. Ouais, pratiquement l'ensemble des équipes. Ouais. Là, pour moi, effectivement, alors justement, on est à la Silicon Valley, mais clairement, là, les scénaristes, ils sont pas en grève, là, en ce moment, là, tu vois, parce qu'ils sont vraiment bien occupés de nous. Mais par contre, derrière ces jeux d'acteurs, et y compris le fameux « Ah, mon Dieu », et qui finit par un tweet avec un cœur, comme ça, magnifique, la réalité, c'est pour moi, derrière, quelque chose de très structurel. Et c'est pas l'action de la vitesse, parce que ça, c'est une façon, moi, je trouve, de redonner du concept. C'est vraiment la question. Est-ce que la valeur créée par cette technologie et ces personnes doit rester, entre guillemets, propriétaire et commerciale, ou est-ce qu'elle doit être ouverte, open, pour l'humanité ? Et c'est là où, vraiment, on a une question de bien commun et de bien privé. Mais est-ce qu'elle était ouverte? Le nom OpenAI, au départ, elle devait être ouverte. Open, On n'aurait pas appelé OpenAI. Elle ne l'était pas véritablement. Mais c'est là où ce qu'a dit Tariq en disant c'était bancal dès le départ. Elon Musk lance ça dans une fondation avec souvent d'ailleurs une volonté finalement de garder la main. Il ne peut pas garder la main complètement, donc il dit si c'est comme ça, je m'en vais. Il ne faut pas oublier qu'il y a un premier quand même drame, psychodrame qui se passe. Deuxième temps, il crée, et ça a été un premier point, une entreprise commerciale, mais dont les profits seraient limités à un multiple, pour éviter justement l'effet, ça devient le truc gigantesque d'un point de vue valeur. Troisième temps, ah oui, mais en fait, on s'associe quand même, parce qu'on a besoin d'argent, avec un Microsoft, dont on sait que lui, il n'est pas tout à fait non-profit, enfin, je crois pas, à moins qu'on ait des révélations sur le plateau. Donc, c'est de mal en pis en termes de gouvernance. Donc, à un moment donné, il fallait que ça coince. Moi, par contre, ce que je vois, c'est que systématiquement, on a été plutôt d'une volonté au départ d'un bien général, à justement plutôt une vision commerciale propriétaire. Et en ce niveau-là, Microsoft a tout à fait bien joué son rôle. Moi, je pense qu'il est pour quelque chose dans ce qui se passe, et pas du tout neutre. Il l'apprend 10 minutes avant, sans doute. Mais enfin, en attendant, je ne pense pas que c'est lui qui a, on va dire, créé les conditions pour que justement il y ait un alignement avec le board. Et pour lui, il sort avec un grand smile. Il est renforcé. Il va avoir à nouveau plus d'accès encore à cette entreprise OpenAI. Il a contrôlé comment allait se faire le board. Donc, le grand gagnant pour moi, c'est Microsoft. Et évidemment, le patron... Il y a débat là-dessus quand même, sur le grand gagnant, c'est Microsoft. Je pense que le grand gagnant immédiat, c'est Sam Altman. Oui, et lui, oui. Qui est... Alors là, il va avoir les coups des franches. À voir, parce que c'est toujours pareil. Alors, ce que tu disais, et tu as tout à fait raison... Il va même remanier son board, a priori. A priori. Pour l'instant, en tout cas, il y a quand même dans le board Larry Summers qui
me semble-t-il, une fois avait dit que les femmes sont moins fortes que les hommes pour faire des sciences. Donc, je trouvais ça un message un peu bizarre et son choix un peu incongru. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà eu un premier schisme, puisque la création d'Anthropic avec Dario Amodei et sa sœur, qui font partie de ce mouvement qu'on appelle l'effective altruisme, dans lequel, qui est un mouvement, quasiment une forme de dérive un peu sectaire dans la Silicon Valley, dans laquelle était notamment impliqué Sam Bankman-Fried de FTX, dans laquelle est impliqué pas mal d'acteurs, Elon Musk, etc. Donc qui est une vision un peu bizarroïde, qui voulait garder le contrôle des ressources. Là, en fait, on sort effectivement de cet univers, on les met de côté. Alors, il faut comprendre qu'il y a un des membres du board qui s'appelle Adam D'Angelo, qui était l'un des premiers, qui est le patron de Quora, mais l'un des premiers ingénieurs de Facebook. Quora était en train de faire un concurrent des nouveaux produits de ChatGPT avec Anthropic, qui est la boîte créée par les anciens d'OpenAI. Alors, déjà, si tu arrives encore à suivre, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y avait plein d'intérêts, avec derrière, à mon avis, un sujet, c'est que... Et Anthropic, ce sont des briques utilisées par Amazon. Oui, et puis d'ailleurs, j'ai appris récemment par l'État français. Ce qui est fascinant, c'est que la vision d'OpenAI et la valorisation, c'est qu'en fait, le futur sera peut-être encore meilleur que ce qu'on a. C'est que quand on voit ChatGPT, on se dit, si on arrive à faire encore mieux, mais ça va être tellement dingue, donc tout le monde veut venir. Le problème, c'est qu'on vient de casser ce rêve. Je pense qu'il y a eu un retour à la réalité. C'est qu'on s'est dit, les gens qui gèrent ces boîtes sont plutôt immatures. En tout cas, les gens qui sont assez bored. Et que d'une certaine manière, bon, déjà, les employés partaient aussi pour une autre raison, c'est qu'ils étaient en train de faire une levée de fonds à 90 milliards et que cette levée des secondaries, comme on dit dans le métier, et donc tu as imaginé que tu allais enfin t'acheter ta maison, ou payer ton mortgage, etc. Et puis soudain, tu vois que tout explose. Donc il était évident qu'il y avait un vrai problème là-dessus. Mais ça pose sur le long terme, à mon avis, une question sur la valorisation de l'IA. Je pense que l'aspect complètement stratosphérique, un peu hors de portée. On est revenu à des choses beaucoup plus terre à terre. Et si elles sont terre à terre, ça veut dire qu'on peut faire un business model, on peut évaluer leur réalité financière et donc possiblement... C'est plus intéressant, juste pour revenir sur la question de Microsoft, c'est plus intéressant pour eux de travailler avec toujours une structure externe que de l'intégrer. C'est le risque, c'est OpenAI. C'est ce que fait d'ailleurs Apple avec Foxconn. Foxconn, c'est le risque, c'est notre boîte. S'il y a un problème, c'est de leur faute. Si ça marche, c'est grâce à nous. Et puis surtout, ce qui était fascinant, c'est que jusqu'à maintenant, quand OpenAI utilise Microsoft, en fait, c'est un client. C'est-à-dire qu'on leur a donné de l'argent, mais également, ce sont nos clients puisqu'ils utilisent nos GPU. Si on récupérait le bébé, en fait, ça devient de l'utilisation de crédit interne. Donc, c'est plus du tout, je vais pas sous contrôle, la même économie. C'est plus la même chose. Marie-Christine, juste pour conclure sur cette affaire, avant qu'on enchaîne sur une autre nouveauté qui est arrivée à peu près en même temps, en simultané en France, avec QTI autour de l'IA générative, avec la volonté de créer un nouveau laboratoire de recherche open source. Ça repose cette question quand même de la place de l'open source aussi sur ces technologies. C'est clair, moi je pense que c'est une belle initiative, QTI. Il fallait que la France fasse quelque chose. On ne peut pas attendre l'Europe. L'Europe avance trop lentement. Voilà, on sait que Xavier Niel, alors c'est vrai qu'on se dit 300 millions par rapport, on entend dire 10 milliards aux États-Unis et tout. Est-ce que c'est pas assez peu faible. Faible. Mais bon, on sait que Xavier Niel a quand même la réputation d'être quelqu'un d'assez frugal, d'assez malin. Ça fait penser en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est un peu ça, donc de travailler de manière différente. Je trouve que ce qui est vraiment important, c'est de garder nos chercheurs. Comme cela, on avait tous nos chercheurs qui partaient à l'étranger, donc de garder nos chercheurs. Bon, après, on pourra. Alors là même, on les rappelle, parce que ce sont dans les 6 chercheurs qui ont été présentés lors de la conférence par Xavier Niel. Il y a aussi Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, le grand patron de Google dans les années 2000. Les 6 chercheurs viennent chacun des big tech. Donc voilà, c'est plutôt une belle initiative française et je pense qu'on est obligé de la faire open si on veut pouvoir profiter d'autres initiatives, etc. et d'avoir quelque chose de faire. Et surtout, il y a un enjeu de souveraineté. On a un enjeu de souveraineté sur nos données. On voit OpenAI justement qui fait moins d'open. Et est-ce que c'est le bon moment pour faire plus d'open pour des destinées commerciales? Je pensais vraiment dans le but de dire je vais avoir des produits commerciaux qui vont sortir et liés à toutes ces valorisations, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir un projet plutôt... Moi, je trouve que ce projet de QTI, il ressemble plutôt au projet initial
d'OpenAI et de la fondation. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose, dans une logique de souveraineté, d'éthique. Oui, d'ailleurs, Xavier Niel dit on part finalement avec le même budget qu'OpenAI au début. Mais oui. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que quand on commence à comparer les 300 millions avec les 10 milliards, moi, je pense qu'on est souvent sur des fausses perspectives. Oui. Exactement. Totalement Pas comparable, fausses, parce que d'accord. déjà en plus souvent, par exemple, moi j'ai découvert récemment, par exemple, que dans les efforts de R&D, par exemple, de nos amis GAFAM, ils vont compter, par exemple, même la construction des data centers et les murs, parce que ça fait partie de la R&D aussi, parce qu'évidemment, donc il y a un moment donné, on ne met pas dans les mêmes catégories, et 300 millions aujourd'hui dans le domaine de la recherche, c'est colossal d'un point de fondation. Il faut voir que quand on regarde les plans de l'État, le plan IA, à un moment donné, il y avait un plan, la dernière fois qu'ils ont mis sur la table, ils ont mis 50 millions, l'État français. Là, on a une personne, et comme tu le disais tout à fait Non, justement... pas une personne. 3. Non, une personne, Xavier, oui, ils sont 3, mais il y a quand même quelqu'un qui porte ça, et qui a déjà réussi l'école 42, qui a réussi Station F, il y a aussi sur l'agronomie, il est en train de bosser, et il est très sérieux. Free, on peut citer Free. Oui, mais Free, c'est l'entreprise. Oui, non, mais je veux dire, c'est une C'est pas la réussite même chose d'être capable de faire justement des spin-offs sur des domaines dans lesquels on n'est pas attendu, sur lesquels c'est plus compliqué que d'être finalement l'entrepreneur qu'on a toujours été. Et moi, je dois reconnaître qu'il a vraiment mis le doigt là où il fallait. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est qu'il parle pour la première fois quelque part de souveraineté numérique de manière publique. Il était l'autre fois France Inter, alors là, carrément public. Donc je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de cet écosystème-là et il met les moyens. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup plus confiance dans ce que Xavier Niel va faire de tout ça, y compris effectivement en gagnant de l'argent avec Free, avec ses data centers, avec ce qu'il fait avec Scaleway. Mais c'est tant mieux. On est aussi dans une économie mixte dans laquelle, justement, il faut créer ça. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle qu'en tout cas, quelqu'un de cette importance prenne ce sujet-là. Ouais. Alors, je voulais qu'on commente un peu quand même ce choix de l'open source, même si, en fait, il ne parle pas véritablement d'open source, il parle de science ouverte. Oui, parce qu'en fait, les modèles dits open source ne sont pas totalement open source. Tu as juste on te donne un fichier, tu l'ouvres, il y a des chiffres, il y a des données, des poids, et on peut les utiliser, mais on ne sait pas comment ils ont été entraînés, pourquoi. C'est tout un savoir-faire. Et je voulais juste revenir sur une chose que tu disais qui est importante. Aujourd'hui, pour n'importe quel grand chef d'entreprise, sortir 100 millions en cash quand on voit combien coûte l'argent, c'est un commitment. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui puissent se permettre de le faire. Ouais. Donc, effectivement, ce qui est fascinant avec qu'il l'avait déjà fait, moi j'ai eu le même sentiment. J'avais été invité à la pré-inauguration de Station F, quand je faisais ma mission pour le gouvernement, et il y avait le président de la République, Xavier Niel, et c'était la puissance invitante. C'est-à-dire que soudain, on avait le sentiment que l'État était au second plan. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ensuite le ministre du numérique s'exprimer. J'ai eu l'impression, il est assez fantastique, et j'avais envie de lui dire, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Parce que finalement, ce qu'il dit est très intéressant. L'argent, effectivement, je vais payer les chercheurs au même prix, certes, mais ce n'est pas toujours le problème. Le problème, c'est que dans les systèmes de recherche, comme on le sait bien, tu n'as pas forcément envie de bosser pour un boss qui est complètement décorrélé, qui va t'empêcher d'avancer sur ces sujets. On l'avait vu à l'époque avec le vaccin ARN, où en fait, il y a pas mal de gens qui étaient tellement opposés que tous les chercheurs sont partis en Allemagne ou aux États-Unis. Et donc, il y a aussi cette idée que vous allez pouvoir travailler sur ce qu'il y a de plus intéressant. Et la question de l'open source chez Facebook, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas, c'est pas une vision particulièrement ferme, c'est qu'ils ont compris que les chercheurs avaient envie de publier, avaient besoin d'exister en tant que chercheurs, et que si on les enfermait dans des silos dans lesquels on ne sait pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font, ils partaient. C'est ce qui s'est passé avec Mistral. Mistral c'était des chercheurs exceptionnels qui sont partis pour construire ce modèle. Dans la foulée, Facebook dit on va faire Llama, le système open source, et désormais Xavier Niel dit on a pris le créateur de Llama pour le mettre dans cette. Donc on a en fait moi, je suis assez heureux parce que ça. Yann Lequin de Meta est conseiller scientifique. Conseiller scientifique, mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles, c'est pas du tout gênant. En fait, c'est pas un projet anti-GAFAM. Hein. Non, mais c'est un problème de science. Et finalement, ça pourra bénéficier à Facebook, ce que fait Qtile. Mais c'est un projet de plus de transparence, je trouve, dans les données, plus de transparence dans ce qui se passe dans l'IA. Et ça, c'est clé. Il y a une publication qui a été faite par Stanford sur la transparence dans l'IA. Et c'est assez étonnant de voir qu'il y a des sociétés si très, très peu transparentes. Même
Je crois OpenAI est à 53%. Ouais. Donc voilà, on est très loin encore d'une transparence de comment marchent ces IA et des données. Vite fait, Oui. Alain, avant le prochain sujet. Éthique, mais ce qu'a mis Xavier Niel d'abord, et c'est vu que c'est là où c'est un homme d'affaires, c'est qu'il a dit, mais demain, mes enfants, je préfère qu'ils aient effectivement la valeur créée par l'IA aussi en Europe. Donc, c'est effectivement ce que les chercheurs ont inventé, va être Pas déployé. dépendre d'algorithmes américains. Exactement, et commercialement, et simplement parce que ça s'appelle créer de la richesse. Et ça aussi, Donc c'est vous y croyez, demain on pourrait ne pas dépendre d'algorithmes américains? Ah oui, oui. Oui, mais en fait, bah, super. Il faut tout faire pour. ce que QTI rappelle, c'est que l'IA, c'est du logiciel. Tu as des ingénieurs français Ouais. de très bonne qualité. Tu peux faire des choses en France. Ça n'a jamais été un problème. Donc maintenant on a la puissance de calcul, on avait déjà les talents, donc tous les ingrédients sont réunis. On enchaîne justement pour parler des big tech qui ont du mal quand même à accepter ces nouvelles règles au niveau européen, en l'occurrence Meta, TikTok avec ByteDance et Apple présente un recours devant la Cour de justice européenne à propos du DMA. Alors Meta considère que sa messagerie, par exemple Messenger, et sa place de marché Facebook Marketplace ne devrait pas être considérée comme un gatekeeper, c'est-à-dire donc ces contrôleurs d'accès, donc qui sont des puissances numériques. Il estime que non, c'est pas le cas. Pareil pour TikTok, non, nous on est un petit acteur, on est un challenger finalement des big tech, on ne devrait pas du tout être pris entre vos filets. Et puis Apple est quand même pas mal gêné avec son App Store sur lequel repose une grosse partie de ses revenus, mais il nous dit surtout sur lequel repose la sécurité de mes iPhones. Et c'est vrai que dans le texte du DMA, il y a une exception si jamais la sécurité du produit est mise en cause. Alors, est-ce que vous voyez ce DMA mal parti ? Alors moi, il est très bien parti, en tout cas sur la partie grand public. Il a un peu raté sa cible sur le côté entreprise, parce que à l'inverse, il y a les gatekeepers qu'on a oubliés, genre Microsoft avec Teams par exemple. Mais par contre, il est très bien parti. La preuve, c'est que Microsoft va changer ses règles, quand même, va s'adapter justement aux contraintes du DMA. Mais pas sur la question de gatekeeper, en particulier sur Office 365. Mais par contre, il est bien parti. La preuve, les Américains, champions du monde des avocats, l'attaquent. Ça prouve un truc, c'est que ça les dérange. Sinon, ils auraient fait « oh là là » et ils n'auraient pas bougé. Donc en fait, vraiment, c'est que ça touche là où ça fait mal, en particulier au portefeuille, pour Apple, si on prend par exemple sur la question de son App Store, et en ouvrant l'App Store. Parce que la question, c'est de dire, vous pouvez installer une application en dehors de l'App Store. C'est une question d'ouverture. Et donc, à nouveau, on est dans nos valeurs européennes. Et oui, ça les dérange. Et normal, ils vont essayer de le coincer. C'est pas parce qu'on est attaqué que ça part mal. Je pense au contraire que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des jurisprudences, parce que c'est ce que j'espère, qui vont tout simplement clôturer le débat par rapport à ça, mais qui ne tentent rien à rien. Enfin, je veux dire, vu les moyens qu'ils ont, je vois pas pourquoi ils se gêneraient d'essayer en tout cas de bousculer un peu le DMA. Sachant que ces décisions auraient dû être prises il y a 10-15 ans. Le vrai problème aujourd'hui, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'entreprendre sur le consumer électronique, c'est que désormais on doit suivre les règles d'Apple, suivre les règles de Google, suivre les règles de l'App Store, suivre les règles de Intel et Intel. Et donc en fait on n'est plus capable de créer au sens de s'extraire des réglementations, s'extraire des limitations du logiciel. Le fait que le navigateur ait été, on va dire, réduit à peau de chagrin pendant des années fait qu'on était obligé d'utiliser les apps et donc de rentrer dans la logique de l'App Store. Si l'Europe avait joué son rôle, c'est de dire cet appareil, parce que le vrai gatekeeper finalement c'est le téléphone, cet appareil doit être ouvert, doit permettre à des gens de faire ce qu'ils veulent, comme ils le souhaitent. Et pendant des années, en fait, on a noyé le poisson en disant non, c'est très compliqué, c'est un sujet technique. Mais tous les sujets de technologie sont des sujets techniques. On aurait dû. Il y a un moment, il faut s'y intéresser. Et on a la même chose côté consommateur avec les iPhones et de l'autre côté, comme tu sais bien Alain, avec le cloud, où on a soudain maintenant 3 acteurs qui disent ben voilà, nous, c'est nous et voilà comment ça se passe et comment vous devez faire. Donc, si on veut innover, il faut aussi avoir les moyens, pas que juridiques, les moyens techniques de pouvoir sortir des produits qui ne dépendent pas de tout ça. Marie-Christine, un mot peut-être sur ce sujet du DMA. Est-ce que c'est trop tard ou pas pour imposer nos règles ? Je pense que c'est nécessaire. Il faut le faire. Ouais. Il faut vraiment avoir des règles. Ouais. Il faut avoir des règles européennes. Et c'est là que l'Europe peut vraiment jouer le jeu. Moi, j'ai un peu peur que ça soit trop tard. Je me rappelle très bien de Google et de la presse. À un moment donné, tout ça s'est arrangé par des petites subventions, etc. Quand on voit, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a une mainmise sur tout. Si on voit Google
shopping, c'est quand même une concurrence déloyale pour tous les retailers, etc. J'ai un peu peur que ça soit trop tard, mais bon, voilà, je pense qu'il faut Combien le faire. d'années on a subi effectivement ces règles-là. On enchaîne avec le dernier sujet. En plus, c'est un sujet quand même sur lequel Marie-Christine va nous apporter son éclairage de spécialiste en tant qu'ex-patronne d'un grand opérateur au moment où le haut débit arrivait dans tous les foyers français. Eh bien, c'est Orange qui se décide enfin à challenger Starlink avec une offre accessible, on va dire, d'Internet par satellite. Est-ce que là, il vous semble que les conditions sont réunies ? C'est le fameux gros problème depuis des années des zones très très blanches, ces zones qui sont principalement en montagne ou à la campagne, hein, qui n'arrivaient pas à avoir l'accès à Internet au début. La fibre n'allait pas jusqu'à ces zones. Il n'y avait pas de réalité non plus économique pour que la fibre aille jusqu'à ces zones. Donc oui, je pense que là, Orange joue tout son rôle d'acteur. Voilà. Oui, alors là, ça rappelle aussi la polémique sur le 100% fibre, hein, avec le DG d'Orange qui dit « Oh là, mais attendez, 100% très haut débit, oui. Fibre, non. » Et on a vu tous les élus locaux vent debout à l'université du très haut débit pour dire bah si, non, il faut aller jusqu'au bout quand même du programme. Oui, alors, clair, est-ce que cette offre collectivités veulent satellite, vous la voyez plus comme une réponse à pas de 100% au débit ou une oui, réponse à Elon Musk? Moi, je la vois plutôt aménagement du territoire. Aménagement du territoire, Ouais. élus locaux qui militent depuis des années pour avoir du haut débit chez eux. Ouais. Tariq? Non, mais je pense que le satellite, c'est ce qui nous manque en Europe. On entre, on l'avait déjà dit, hein, dans un monde où l'Internet se fragmente. Quand on regarde ce qui s'est passé en Ukraine, avec sans Starlink, on ne peut plus rien faire. Quand on voit qu'en Amazonie, maintenant, Starlink, c'est devenu le premier provider au Brésil, il est évident que ça pose une vraie question parce que c'est une forme d'ubérisation des opérateurs télécoms. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose qu'Orange le fasse, mais il est important. C'est curieux que l'Europe, qui a toujours été en avance sur le haut débit, sur le mobile, sur tout ça, se retrouve curieusement à la traîne. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et je pense que l'Europe ne nous a pas beaucoup aidés parce qu'on avait plein de projets, c'était assez illisible. Parce qu'on a investi dans la fibre optique, parce qu'on a investi sur la 5G, parce qu'on n'a pas cru au satellite. Mais il faut aussi croire, les offres sont multiples et le satellite, c'est le backup Internet en cas de coupure de câble sous-marin. Mais ça, la prise de conscience est très récente. Elle est très récente, c'est vrai. Alain? Oui, et moi je trouve que c'est dommage que Orange, qui était plutôt en avance, est devenu un suiveur, finalement, mais aussi parce qu'effectivement, l'État, dans sa logique régalienne de comment est-ce qu'il distribue du numérique, que ce soit pour Internet, que ce soit pour le cloud, il est souvent dans des positions qui rendent les choses impraticables. Le fait de dire 100% qu'avec du câble, où que tu sois, même si c'est dans la montagne, c'est absurde. Et donc, et pour le cloud, c'est pareil. Le fait de dire, ce sera Secnum Cloud super sécurisé ou rien. Il y a une logique étatique de déploiement du numérique qui n'est pas pragmatique. Et que quand on s'éloigne du pragma, en fait, on fait des problèmes. Alain Garnier de James Watt, merci beaucoup. Tariq Krim, Cybernetica, merci également. Et Marie-Christine Levest, c'est un grand plaisir. Et du Capital, je rappelle, le premier fonds d'investissement dans les nouvelles sciences de l'éducation. Merci à vous tous. C'était Smart Tech. On se termine très rapidement parce qu'on est très en retard sur le temps. À bientôt.